Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Alors, heureux de vous rencontrer donc pour ce stage de 3 jours, dont le but est de nous éveiller à notre vraie nature grâce aux outils de la vision sans tête et de Douglas Harding. Alors, pour ce stage de 3 jours, alors nous avons toute une équipe avec nous pour animer. Donc là, il y a José et Lorraine, on est en Bourgogne. Il y a Serge, que je vois là, Serge Durand, qui est à Lorient. Bonjour Serge. Il y a Jacques Bach, qui est à Gand, en Belgique. Il y a également Bill Garside, qui devrait arriver. Qui est là. Ah oui, il est là, Bill. Oui, salut Bill, qui est à Ipswich, en Angleterre. Et Richard Lang, qui viendra demain, à moins qu'il soit déjà là, mais théoriquement c'est prévu demain. Donc lui est à Londres, en Angleterre. Et puis nous aurons aussi sans doute besoin de Sarah, si elle arrive à se brancher. Elle est là, Sarah. Je vois sa photo, ouais. Sarah, qui elle est à Romans pour nous aider à traduire si nécessaire, traduire de l'anglais. Donc voilà, c'est très important qu'il y ait cette équipe parce que ça montre que voilà, c'est pas cet enseignement, il n'est pas réservé à juste un gourou et des disciples, mais au contraire, c'est quelque chose qu'on partage entre amis. Ça a toujours été comme ça depuis l'origine avec Douglas, et c'est comme ça que nous allons faire aussi. Alors, juste 2 mots sur ce stage de 3 jours. Alors, en fait, ce stage en ligne remplace le stage d'été qui devait avoir lieu cet été en France, et un autre stage qui devait avoir lieu en Angleterre. Les 2 ont été annulés pour des raisons sanitaires. Donc, évidemment, c'est moins bien que de se rencontrer en ligne, enfin, que de se rencontrer en vrai, je veux dire. Moi, c'est mieux que rien. Et ça permet aussi à des gens qui ne seraient pas venus, comme je vois Arlette qui est à Tel Aviv, par exemple. Je ne pense pas qu'elle aurait pris l'avion pour venir. Donc là, c'est chouette. On peut voir des gens vraiment du monde entier. Alors, juste 2 mots sur ces stages d'été, parce que, juste pour rappel, en fait, Douglas Harding a commencé à faire des stages, à ma connaissance en tout cas, des stages d'été d'1 semaine dans les années 90, au début des années 90, en Ardèche, dans un centre qui s'appelle le Taillé, qui existe encore d'ailleurs. Et il a commencé par faire 2 semaines de stage, 1 semaine pour les Français, en français donc, et 1 semaine pour les Anglais, en anglais. Et il y avait à peu près 50 personnes dans chaque groupe. Et puis ensuite, eh bien, ces stages ont continué presque jusqu'à la fin de la vie de Douglas, en fait. Mais il y a eu un stage ensuite en Angleterre et un stage en France, en fait. Donc, les stages en Angleterre, maintenant, sont faits par Richard et Judy et Bill aussi. Et puis, en France, vous voyez, on a toute une équipe depuis longtemps maintenant. Voilà. Donc, ces stages d'été existent donc depuis 1992 au moins. Voilà. Et l'année prochaine, je suis sûr que ça reprendra comme d'habitude, dans un centre quelque part en France. Voilà. Alors, donc on a découpé ce stage donc de 3 jours en 3 moments pour essayer de structurer un petit peu. Cette première journée va être consacrée à la découverte de qui on est vraiment. Donc, j'ai appelé ça, je crois, découvrir et explorer notre vraie nature. Demain, on abordera la question de la relation à autrui, qui est essentielle. Aussi, comment fait-on pour maintenir cette présence à soi-même dans les relations avec autrui. Et le troisième jour sera surtout consacré à la manière dont on peut garder cette présence, cet éveil à soi-même dans le quotidien, parce que après, une fois que le stage sera fini, eh bien, on va retourner peut-être au travail, dans notre famille, etc. D'ailleurs, ce sera sûrement le cas peut-être entre 2 périodes de stage, entre le matin et l'après-midi, on va retrouver notre famille, donc on va pouvoir pratiquer dès ce moment-là. Donc voilà comment ça va se structurer. Donc je vous ai donné les horaires, c'est 10h midi, 17h, 19h. Alors le stage d'été était un petit peu plus long parce qu'on commençait l'après-midi à 16h30, mais je me suis dit qu'en ligne, au-delà de 2 heures, ça devient un peu fatigant pour les yeux. Donc 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, si vous êtes d'accord.
Et peut-être qu'on fera une pause au milieu des 2 heures pour aller prendre un peu de café. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on vous donnera un petit peu de devoir à la maison, un petit peu de travail, entre, si vous voulez le faire, entre le matin et l'après-midi, pour continuer la pratique. Et puis, on fera un bilan ensuite dans l'après-midi. Donc, des petits trucs à faire dans la journée aussi, pour garder le contact avec cette expérience, si vous le voulez. Hein. Voilà, alors, donc, comme on est assez nombreux, alors il y avait 115 inscrits, mais il n'y a que 61 présents pour l'instant. Donc, pour que ça marche, il faut certaines règles. Je les ai indiquées sur le papier, je les redonne ici. Il faut vraiment mettre le micro sur silence. Voilà. Sinon, ça va être une cacophonie. Bien sûr, c'est un lieu de partage, donc je vous propose de partager après les expériences. Donc, on fait les expériences après, puis vraiment on partage. Vous pouvez aussi poser vos questions, faire vos commentaires. Vous voyez, en bas, il y a marqué converser là. Converser. Donc là, vous pouvez communiquer à tout le groupe. Et dans l'après-midi, Serge, Jacques, Bill et moi et Lorraine, on va regarder ce que vous avez écrit là. Peut-être qu'il y a des questions et dans ce cas-là, on essaiera d'y répondre dans l'après-midi, enfin le soir ensemble. Hein. Donc, utilisez cet outil-là, converser en bas à droite. Voilà, qu'est-ce que j'ai marqué comme règle encore? Ah oui, pendant qu'on fait les expériences, là, c'est là vraiment le moment où il faut mettre le micro sur silence et pour laisser l'expérience se dérouler. Et puis, il faut surtout faire l'expérience soi-même parce que sinon, ça ne marchera pas. Hein. Si vous regardez simplement quelqu'un faire l'expérience, ça ne marchera pas pour vous. Alors, ici, aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent très bien l'enseignement de Douglas Harding, qui sont venus à des ateliers avec Douglas ou avec moi ou avec d'autres personnes. Et puis, il y a aussi peut-être des personnes qui découvrent, qui viennent peut-être là pour la première fois, ou qui connaissent pas très bien, donc qui viennent pour approfondir. Donc, cet atelier, en fait, sera utile dans les 2 cas. Hein. De toute façon, même si on a déjà pratiqué, l'essentiel, c'est de repratiquer encore, hein, parce qu'on a tendance parfois à perdre de vue cette présence. Donc, même si on connaît déjà, c'est une occasion de repratiquer. Voilà. Alors, supposant que tout le monde ne connaît pas Douglas, je vais juste dire 2 mots sur lui, puisque en fait, ce qu'on va pratiquer, c'est une voie qui a été initiée par lui au début, en fait, hein. Une voie qui continue maintenant, mais qui a été initiée par Douglas. Donc, juste 2 mots, parce qu'il a une vie quasi centenaire. Hein. D'ailleurs, vous avez sur Internet un film fait par Richard Lang qui est super, hein, qui montre vraiment la vie de Douglas Harding. Vous avez aussi une bande dessinée faite par Richard aussi qui montre sa vie, qui est super chouette. Donc, juste 2 mots. Donc, il est né en 1909 et est mort en 2007, Douglas. Et il s'est éveillé à sa vraie nature pendant la guerre en 1943. Donc, il y a l'âge à peu près 33-34 ans. Et ensuite, après la guerre, il a essayé de partager son expérience d'éveil avec ses contemporains. Alors, au début, c'était par l'écriture, mais à partir des années 60, il a commencé à mettre au point un certain nombre d'outils, d'expériences pour partager cet éveil. Et c'est ça c'est ça finalement qui fait l'originalité de cette voie, c'est que nous allons pratiquer des outils pour nous permettre de prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Dans toutes les voies spirituelles, il y a des pédagogies hein, pour nous faire accéder à notre soi intérieur. Ça peut être la méditation, par exemple. Chez les soufis, dans l'islam, vous allez avoir des danses où ça on tourne sur soi-même, la danse des derviches. Voilà, chaque voie spirituelle finalement propose des outils pour accéder à ce centre. Et bien dans la vision sans tête, il y a aussi un ensemble d'outils que je trouve tout à fait révolutionnaires et qui, je trouve, rendent l'accès à ce soi intérieur peut-être beaucoup plus facile que ça l'était jusqu'à présent. Pour moi, ça constitue comme une percée dans l'histoire de la spiritualité parce que vraiment, ça devient simple. Ça devient simple et ça devient beaucoup, à mon avis, hein, beaucoup plus facile d'accéder à ce soi intérieur. Alors, donc cette voie passe par des expériences. Ah, pourquoi faut-il des expériences? Après tout, on pourrait
On pourrait dire qu'on n'a pas besoin d'outils du tout, qu'on n'a pas besoin d'expérience. C'est vrai qu'on entend souvent des discours, c'est déjà là, il n'y a rien à faire, vous êtes déjà éveillé, vous êtes déjà ce soi. C'est vrai, ce discours est vrai. Nous sommes déjà cette présence, nous sommes déjà ce soi intérieur. Mais il se trouve que la plupart du temps, on ne le voit pas, on ne le réalise pas. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, pendant plusieurs dizaines d'années, je n'ai pas vu ce soi intérieur parce que j'étais profondément distrait, en fait, inattentif. J'étais inattentif. Donc, c'est pourquoi, parce que nous sommes inattentifs, il est utile d'avoir des outils qui nous permettent enfin de prendre conscience de ce soi intérieur. Donc, ces expériences, c'est un contexte, si vous voulez, un contexte pour nous permettre d'être attentifs, pour nous permettre enfin voir ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire voir ce à partir de quoi on regarde. Et grâce à ces outils, je trouve, eh bien, on peut beaucoup plus facilement accéder à ce soi intérieur. Parce que quand on parle d'éveil, à quoi faut-il s'éveiller? Il faut s'éveiller à ce soi intérieur, il faut s'éveiller à qui nous sommes vraiment. Alors, ce soi intérieur, il a différents noms en fonction des traditions spirituelles. Hein. On peut l'appeler, par exemple, Atman Brahman dans l'hindouisme. On peut l'appeler le royaume des cieux dans le christianisme. On peut l'appeler nature de Bouddha dans le bouddhisme, par exemple dans le bouddhisme zen que j'ai beaucoup pratiqué. Voilà, donc ce soi intérieur, il a beaucoup de noms, des noms différents selon les traditions. Mais en réalité, il est au-delà de tous les noms. En fait. D'ailleurs, Douglas l'appelait plutôt, il l'appelait espace d'accueil parfois, espace d'accueil, soi aussi. Donc, le but de ces exercices, c'est finalement d'aller au cœur des traditions spirituelles, d'aller au cœur des grandes philosophies et des grandes spiritualités, grâce à ces outils. Donc l'autre jour, j'ai écrit un article sur Douglas là, pour le journal du yoga. Là, il m'avait dit, écrivez-nous un article, c'est pour la page, le cahier central qui s'appelle Traditions, les traditions. Alors, j'ai écrit un article dont le titre est Douglas Harding, un éveilleur hors tradition. Vous voyez, ce qu'on va partager nous permet d'aller au cœur des traditions spirituelles, mais nous ne sommes reliés à aucune tradition en particulier. Voilà, nous allons directement au cœur de ce que nous sommes, au cœur de notre essence, en fait. Voilà. Alors, encore 2 mots avant de commencer les exercices. Donc, cette voie est une voie directe. Vous savez, dans les traditions spirituelles, il y a toujours des voies progressives et des voies directes. C'est-à-dire une voie progressive à nous inviter à aller peu à peu vers ce centre en enlevant les voiles qui nous le masquent, peu à peu. Donc, on va travailler sur ses émotions, on va travailler sur son énergie, on va travailler sur une compréhension progressive. En tout cas, c'est un chemin graduel. C'est très bien, ça existe et on commence tous par là de toute façon. Et dans les voies spirituelles, vous avez aussi les voies abruptes, des voies subites qui nous font plonger directement dans le soi, qui nous font aller directement au centre. Et la vision sans tête est une telle voie abrupte, une telle voie subite. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander là on va pas vous demander de modifier votre caractère, on ne va pas travailler sur nos émotions pour enlever les voiles un à un. L'idée, c'est que nous pouvons accéder ici, tel que nous sommes, à ce soi intérieur. Nous pouvons plonger dans cette présence ici, tout de suite, directement. Rien ne nous la masque, rien ne nous la voile, sinon notre inattention, sinon le fait que depuis des années, nous avons oublié de regarder au centre. Donc, c'est une voie directe, c'est une voie simple aussi. Hein. Vous allez voir ce qu'on fait, ceux qui connaissent savent que c'est une voie très simple. Hein. C'est une voie très simple parce que ce qu'il s'agit de voir est très simple. En fait. C'est le simple du simple. Je cite souvent, et Douglas Harding cite aussi souvent cette phrase de Ramana Maharshi, il est plus simple de voir le soi qu'une prune dans la paume de sa main. Il est plus simple de voir le soi qu'une prune dans la paume de sa main. Voir une prune dans la paume de sa main, c'est simple, hein. Mais c'est pas si simple parce que déjà il faut qu'il y ait de la lumière, sinon on voit rien. Il faut qu'on ne soit pas aveugle, puis on voit pas vraiment la prune parce que on voit pas l'intérieur, on voit que un côté, pas l'autre côté. Donc, enfin c'est quand même simple. Mais voir le soi, c'est encore plus simple. C'est le simple du simple. Et on ne prend pas cette phrase au sérieux en fait. On dit non,
il veut pas vraiment dire ça, il veut pas vraiment dire que c'est simple, c'est une façon de parler. Et donc, on se lance dans des recherches compliquées, on fait des choses compliquées, et peut-être qu'on s'éloigne ainsi de cette simplicité. Et l'autre jour, je lisais un jeune maître tibétain là, qui commence à connaître pas mal de succès, qui s'appelle Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche, qui est le fils d'un grand maître Dzogchen qui s'appelait tout court Gen Rinpoche. Et je vous invite à lire ses livres, hein, à la fois Tulku et de Mingyur Rinpoche, c'est très intéressant. Et dans ce livre, je crois que c'est le bonheur de la méditation, Mingyur Rinpoche dit « Il est plus simple de découvrir l'esprit naturel que de boire un verre d'eau ». Donc il appelle ça l'esprit naturel, c'est un excellent nom, parce que c'est naturel. Et c'est plus simple que de boire un verre d'eau. Quand boire un verre d'eau, je vais ouvrir l'eau, je mets un verre, hein, c'est pas si simple non plus parce qu'il faut qu'on ait de l'eau chez soi, mais si on a de l'eau chez soi, c'est très simple. C'est encore plus simple, dit-il, de trouver son esprit naturel. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans les 3 jours qui viennent, c'est super simple. Donc, c'est direct, c'est simple, c'est partageable. Vous voyez, c'est partageable grâce à ces expériences. Et c'est important que plusieurs personnes ici fassent des expériences dans le groupe, parce que c'était comme ça avec Douglas en fait. Dans les ateliers d'été, on se mettait en rond, comme ça on était une 50aine. Donc pour bien montrer qu'il n'y avait pas un gourou et des disciples, mais qu'on était des amis qui allions partager ensemble un trésor, le trésor de notre nature. Et Douglas invitait les gens à faire les exercices et à partager cette expérience. Donc tout simplement parce qu'il considérait que c'est ce que nous sommes vraiment, que c'est notre état naturel. Donc, il n'y a aucune raison pour que ce soit accessible uniquement à certaines personnes et pas à d'autres. Voilà. Donc, simple, direct, expérimental. On ne va pas bablater, on va expérimenter. Démocratique, voilà, démocratique et partageable. Donc, je crois vraiment que c'est un chemin pour le 21e siècle, quoi. Vraiment quelque chose. Il me semble que c'est une voie moderne et ouverte à tous. Voilà les amis. C'est clair, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Ouais, ok. Parce que là, on est en 4G avec le téléphone, donc ça fonctionne super. Voilà. Ok, donc je vous ai dit, vous pouvez écrire dans le petit chat là en bas à droite, en bas, tout simplement en bas. Voilà. Alors Lorraine va faire une autre petite introduction, et puis ensuite on fait des exercices. Ça vous va? Ok. Bonjour. Vous n'êtes pas ici parce que vous paraissez être là-bas. Cette phrase revenait comme un leitmotiv dans les ateliers de Douglas. Il le disait en anglais, You are not here, what you look like there. Et effectivement, pendant ces 3 jours, je pense que le cœur de l'enseignement va être de distinguer entre l'apparence et l'essence de ce que vous êtes, la nature de ce que vous êtes, de votre présence. Alors, je dirais qu'il y a 2 nouvelles. Il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des gens, vous vous êtes limités à une dimension de vous-même qui est importante, c'est la dimension de l'apparence. Si je croise quelqu'un dans la rue et que je lui demande ce qu'il est, qui il est, il va me dire il me répondra certainement qu'il est un homme, une femme, qu'il a un âge, je ne sais pas, 45 ans. Donc là, ce sera son apparence corporelle. Il va me parler de son corps. Peut-être qu'il me parlera aussi, qu'il me donnera des informations sur son statut social. Il me dira qu'il est ou qu'elle est professeur ou avocate ou médecin. Donc là, c'est une identification au niveau social, au niveau du statut social. Peut-être que cette personne me donnera des informations sur une dimension psychologique de lui-même, donc sur des mécanismes de pensée. Cette personne pourra me dire, par exemple, moi je suis quelqu'un de volontaire, je suis
je suis au contraire quelqu'un de réservé ou quelqu'un de timide. Toutes ces identifications sont nécessaires. Elles sont en fait, elles sont liées en fait à notre façon d'être dans le monde humain. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes limités en fait à ces identifications. Ça, ce sont nos apparences. Et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que c'est très important. On a commencé à se limiter à ça quand on a commencé à se reconnaître dans le miroir. Et aujourd'hui, certains chercheurs disent que peut-être que l'empathie pour les autres est liée aussi à cette identification. C'est-à-dire que la capacité à se mettre à la place des autres est liée à cette reconnaissance dans le miroir, visiblement. C'est ce que disent les chercheurs. Donc, c'est une dimension qui est importante, mais ce n'est pas notre essence. Ce n'est pas ce que nous sommes au centre. C'est une forme de limitation. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, ces limitations ne sont pas notre essence. Ce n'est pas ce que nous sommes vraiment, vraiment. Et pendant ces 3 jours, avec les expériences dont José a beaucoup dit que nous allons faire, nous allons expérimenter, nous allons faire des expériences. Et avec ces expériences, j'espère que vous allez percevoir que vous n'êtes pas limité au corps, que les sensations corporelles apparaissent en vous, qu'elles ne sont pas ce qui vous définit fondamentalement, qu'elles sont quelque chose qui apparaît dans votre présence. Peut-être allez-vous aussi percevoir que vos pensées, vos mécanismes psychologiques, de la même façon, apparaissent en vous, ne vous limitent pas, sont bien présentes, mais ne vous enferment pas dans quelque chose. Elles apparaissent dans un espace, dans l'espace que vous êtes, dans un espace conscient. Et peut-être, pendant ces 3 jours, grâce aux expériences que nous allons vous proposer, peut-être allez-vous percevoir que au centre de vous-même, vous n'êtes finalement ni homme, ni femme. Vous êtes une pure présence. Ce que nous allons vous proposer, c'est de vous connecter directement avec cette source en vous-même qui accueille tout ce qui arrive. Et peut-être allez-vous découvrir que cet espace est un espace de profonde liberté par rapport à vos conditionnements, et que cette présence, elle a toujours été là et elle est votre nature profonde. Voilà mon introduction. Je laisse la parole à José. Alors, je vois qu'il y a des gens qui essaient de s'inscrire. Je vous demande 2 secondes. 2 secondes, comment je peux faire ça? J'essaie de faire. Voilà. Je vois qu'il y a des gens ici. Excusez-moi. Hein. Non, c'est bon, ok. Ok. Où est-ce que vous êtes parti? Vous êtes là. Ok. Voilà. Voilà, donc, alors je vous propose maintenant un premier exercice qui est le premier exercice qu'a trouvé Douglas, en fait. Je lui ai posé la question, dans quel ordre ça lui était venu. Et donc ça, c'est le premier. C'est peut-être le plus fondamental, puisqu'il illustre cette voie qui est une voie de retour à soi-même, cette voie de retour au centre. Alors, quand on regarde les textes spirituels, on trouve souvent cette expression « revenez en vous-même »,« regardez en vous-même »,« revenez à la source »,« reculez en vous ». Bon, mais ça peut ne pas être tout à fait clair si on n'a que ces mots, par exemple « revenez en vous-même »,« regardez en vous ». Qu'est-ce que ça veut dire revenir en soi? Qu'est-ce que ça veut dire regarder en soi-même? Où est-ce qu'il faut que je regarde? Est-ce qu'il faut que je regarde mes pensées? Est-ce qu'il faut que je regarde mon inconscient? Est-ce qu'il faut que je regarde mon corps? C'est pas forcément évident. Et donc là, l'exercice qu'on va faire, qui s'appelle pointer du doigt,
pointing finger, cet exercice nous permet peut-être mais nous permet d'illustrer ce que signifie que cette consigne qu'on trouve dans les textes spirituels de revenir en soi, revenir à soi, de regarder à l'intérieur. Parce que voilà, les textes spirituels nous disent que ce trésor qu'on cherche, il est en soi, il est au centre de soi. Il n'est pas dehors. Si je vais le chercher au Japon, je ne vais pas le trouver. Si je vais le chercher en Inde, même à l'ashram de Ramana Maharshi, je ne vais pas le trouver parce qu'il est en soi. Voilà. Donc, comment trouver ce trésor en soi? Eh bien, pour ça, peut-être que ce geste va nous être utile. Donc, alors, on va utiliser les doigts. Donc, voilà, utilisez votre index. Donc, pointez avec votre index. On va pointer des choses dans la pièce. On cherche le trésor de qui on est vraiment. On va essayer de trouver ce trésor et on va pointer des choses dans la pièce. Donc, je vous demande vraiment de faire l'expérience avec moi. Sincèrement, alors, sincèrement, ça veut dire avec un esprit d'enfant, quoi. À partir de l'expérience de l'instant présent, avec peut-être de la simplicité, en essayant de laisser de côté ce qu'on a appris sur soi, quoi, parce que là, on sait tellement de choses sur soi, la coupe est pleine, on a tellement d'idées sur soi. Donc là, on va regarder avec un œil neuf. Voilà, un œil neuf, comme si on venait de naître finalement. Tac, on arrive au monde, oh, qui suis-je? Alors, on va commencer par pointer un objet, par exemple le plafond. Le plafond. Donc là, dans la direction du doigt, vous avez un objet qui s'appelle le plafond, un plafond. Donc, il y a des caractéristiques objectives, c'est-à-dire qu'il a une couleur, une ou plusieurs couleurs. Il a une taille, c'est plus ou moins grand, mais c'est pas infini. C'est-à-dire qu'il a des limites. Et on peut en faire le tour, on voit bien ces limites. On pourrait le dessiner, le photographier. Voilà, donc il a une couleur, il a une taille, il a des limites. Et aussi, il a un âge. Voilà, il est apparu un jour, et puis il va disparaître un jour. Pas tout de suite, on espère. Voilà. À continuer de pointer dans la pièce des objets par un objet devant vous. Maintenant, ça peut être un mur, ça peut être une lampe, un cadre, ou bien un arbre dans le jardin, si vous êtes dans le jardin. Bertrand est dans le jardin. Là. Donc, pointez un objet devant vous. Donc là encore, vous pointez du doigt quelque chose qui a des qualités objectives. Il a une forme. Donc, une forme, vous pouvez en faire le tour, la forme d'un arbre. Donc. Il a une couleur ou plusieurs couleurs. La couleur de, je sais pas, de ce que vous pointez, l'arbre ou le mur ou le tableau ou la lampe. Il a aussi des limites. On peut le dessiner, le photographier. Et puis, il a aussi un âge. Donc, pour l'instant, on pointe des objets du monde. Continuez le voyage et pointez maintenant vers le sol. Bon, donc dans la direction du doigt, là maintenant, vous pointez le sol, le plancher. Et donc, vous avez encore quelque chose qui a une couleur, qui a une forme, qui a une taille, qui a une limite, voilà, qui a un âge. Alors, si vous êtes dans le jardin et que vous pointez la Terre, l'âge de la Terre, c'est 4 milliards d'années. Voilà, c'est vieux, mais ce n'est pas éternel, puisque la Terre, elle disparaîtra dans 5 milliards d'années. C'est pas éternel. C'est encore temporaire finalement. Donc, ce que vous pointez a des qualités objectives. Maintenant, intéressant, pointez votre pied. Alors, donc ce pied, si je le prends, si je regarde tel qu'il est, sans projection dessus, je vois que c'est un objet en fait. Vous voyez qu'il a une forme du pied, on peut le dessiner, le photographier. Il a une taille aussi. Oui. Il a des couleurs. Dans la couleur du pied, c'est la couleur de la peau, ou si c'est des chaussettes, c'est la couleur de la chaussette, ou du soulier, mais ça a des couleurs. Donc ça a une forme, ça a une taille, ça a une limite, c'est pas très grand. Mais ça a un âge. L'âge, vous le connaissez, c'est l'âge du corps. Donc cet objet, vous voyez, il est pas différent des autres objets dans son essence. D'ailleurs, il est entouré d'objets, il est dans le monde des objets. Donc là, pour l'instant, on a encore quelque chose de limité. Donc maintenant, on continue le voyage vers soi. On n'est pas encore arrivé au centre, on n'a pas encore trouvé ce trésor. On pointe maintenant la cuisse. Donc le doigt pointe la cuisse. Donc là encore, je suis bien obligé de reconnaître que je pointe un objet coloré, la couleur du pantalon ou de la jupe ou de la peau.
Je pointe quelque chose qui a une forme aussi, la forme de la cuisse, je pourrais la dessiner, la photographier. Je pointe aussi quelque chose qui a une limite, la limite de la jambe, de la cuisse, et quelque chose qui a, c'est aussi un âge, c'est l'âge du corps. Donc, c'est pas ce que je cherche là, on pointe un objet, on n'a pas ce trésor dont les textes spirituels nous parlent. Hein. Pointez vers votre ventre, mettez le doigt à peu près 20 cm. Donc, vous constatez que le doigt est un objet, d'ailleurs, et puis ensuite, il y a une certaine distance, un certain espace, et puis vous pointez le ventre qui est encore un objet. Donc, on a objet, espace, objet. Donc là, le ventre, c'est un objet parce que vous voyez qu'il a des couleurs, il a une forme, une limite, et puis un âge. Ok, donc pour l'instant, on pointe des objets qui appartiennent à la même catégorie depuis le début là. Ensuite, vous avez votre poitrine. Pointez votre poitrine. Toujours pareil, dans la direction du doigt, ça ne change pas, c'est encore un objet avec une forme, une couleur, des couleurs, une limite, une taille, un âge. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a pointé appartient au monde des objets. Et on pourrait continuer à l'infini de regarder ce monde des objets. C'est ce que fait la science finalement. La science étudie ce monde des objets dans le détail. Et c'est sans fin. Voilà. Mais là, c'est le monde des objets. Maintenant, avec la plus grande attention, je vous demande de pointer vers ce qu'il y a au-dessus de vos épaules. C'est-à-dire vers ce lieu à partir duquel vous semblez regarder. Vers ce lieu là où d'habitude on place une tête et un observateur, c'est-à-dire quelqu'un. Donc là, dans la direction du doigt, je vais vous poser les mêmes questions et je vous demande d'y répondre pour vous-même en silence. Est-ce que vous voyez une couleur dans la direction du doigt, au-dessus de vos épaules là? Est-ce que vous voyez une couleur? Sans la mémoire, est-ce que vous pouvez dire si c'est rose, noir, marron, bleu, vert? Est-ce que le doigt pointe une couleur ou est-ce que le doigt pointe plutôt ce qu'on pourrait appeler une absence de couleur, une transparence en fait? Est-ce que dans la direction du doigt, est-ce que vous voyez une forme? Est-ce que c'est plutôt carré, rectangulaire? Ou bien est-ce que le doigt ne pointe pas plutôt vers une absence de forme? Est-ce que vous voyez une limite dans la direction du doigt? Est-ce que c'est pas plutôt illimité? Est-ce que vous pouvez donner un âge à ce que pointe le doigt, sans la mémoire? Sans la mémoire, est-ce que là, vous trouvez un âge, des rides, des traces temporelles? Ou bien est-ce que le doigt ne pointe pas vers un espace ouvert, sans couleur, sans forme, sans limite et sans âge? Donc, il n'y a que vous qui puissiez répondre à ces questions parce qu'il n'y a que vous qui êtes en train de faire cette expérience là maintenant. Qu'est-ce que vous découvrez dans la direction du doigt? Une tête, une boule de viande dans laquelle vous seriez enfermé? Ou un espace ouvert, sans couleur, sans limite, sans forme? Douglas l'appelait espace d'accueil. Est-ce que, en ce moment, au-dessus de vos épaules, vous ne découvrez pas un espace d'accueil ouvert? Et baissez le doigt maintenant, baissez le doigt et essayez de maintenir la conscience de cet espace ouvert au-dessus de vos épaules. Cet espace ouvert au-dessus de nos épaules, ce n'est pas un espace que nous créons par notre imagination ou par notre effort. C'est comme ça que les choses sont données. Douglas disait, vous êtes construit ainsi, en fait, grand ouvert. Vous êtes construit ainsi, grand ouvert. Nous sommes construits ainsi, grand ouvert. Nous avons toujours regardé le monde à partir de cette ouverture. Et quand on était enfant, c'est bien à partir de cet espace qu'on regardait le monde. Les enfants ne sont pas encore enfermés dans un personnage, ils sont ouverts, ils sont libres, ils sont spontanés. Ils vivent à partir de cet espace. Alors, on va recommencer à pointer. Reprenez votre index et voilà, pointez directement vers cet espace au-dessus des épaules. Apprenez à faire ce voyage de retour. Apprenons à faire ce voyage de retour. C'est le voyage le plus important de notre vie. Revenir au centre. Nous étions partis en exil pendant tant d'années, en tout cas moi j'étais parti pendant tant d'années dans des terres étrangères. Le voyage était intéressant, mais maintenant j'ai la nostalgie de revenir à la maison, de rentrer au centre. Voilà. Et ce doigt, peut-être comme une flèche, nous y ramène. Que voyez-vous dans la direction du doigt? Une tête ou bien une absence de tête?
Voyez-vous une chose ou une non-chose? Voyez-vous une couleur ou une transparence? Le doigt n'indique-t-il pas, ne pointe-t-il pas vers cet espace ouvert que nous sommes tous et que nous avons toujours été? Alors cet espace ouvert, il est vide, mais il n'est pas que vide, il est plein aussi. Alors maintenant, regardez avec le doigt de l'autre main, tout en maintenant un doigt pointé vers cet espace, prenez l'index de la main gauche ou de la main droite, l'autre index, et pointez vers le monde. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se présentent, c'est comme ça que se présente la vraie vision. Nous avons un doigt qui pointe vers l'espace ouvert, et puis l'autre doigt qui pointe vers le monde, qui pointe vers le plafond qu'on a vu tout à l'heure, vers le mur ou l'arbre du jardin, qui pointe vers le sol, qui pointe vers ce corps. Et le monde, en fait, apparaît dans cette ouverture que vous faites. C'est pas juste le vide, le vide, le vide. C'est le plein et le vide. C'est le monde et l'espace. C'est les deux ensemble, en fait. C'est les deux ensemble. La vraie vision, c'est cette vision à double direction, en fait. Le monde apparaît dans l'ouverture. Et c'est pourquoi ce geste-là, vous voyez, que je fais, un doigt vers l'espace, un doigt vers le monde, c'est une sorte de... Vous voyez, en Inde, on appelle ça des mudras, là, on fait des gestes avec les mains, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de capital pour l'enseignement de la vision sur Terre. Un doigt qui pointe vers l'espace, un doigt qui pointe vers le monde. Et en général, ce que nous avons fait jusqu'à présent, depuis qu'on a quitté l'enfance, on a regardé dans la direction du monde. On a regardé le monde parce qu'il était fascinant, il était intéressant, passionnant. On a regardé notre corps, on a regardé nos pensées et on s'est enfermé là-dedans. C'était passionnant, c'était le monde de la dualité. Bon, c'était super jusqu'à un certain point, mais maintenant nous avons la nostalgie et nous désirons retrouver le centre. Donc nous avons regardé dans cette direction pendant tant d'années. Maintenant nous regardons aussi vers le centre, vers l'espace. On a cette double vision qui est une en fait. Hein. On voit le monde, donc vous allez continuer à voir le monde et même le voir nous. On voit le monde. Et on voit aussi l'espace dans lequel le monde apparaît. Cet espace ouvert au-dessus de vos épaules. Alors, on dit entre guillemets au-dessus des épaules, parce qu'en fait, il est partout. Hein. Il est partout. Mais au-dessus des épaules, c'est pédagogique. Ça permet d'y revenir. Donc, ce doigt, comme une flèche, peut-être, eh ben, la possibilité la vertu de nous ramener à la maison. Cette maison qui est le monde, en fait, hein, cette maison ouverte, qui n'a pas de mur, qui est ouverte qui est vide et qui est remplie par le monde. Voilà, ça c'est le premier exercice. Revenir au centre avec ce geste-là. Vous voyez que c'est un retournement de l'attention, en fait. Un retournement de l'attention de 180 degrés. On regarde le monde en général, voilà, on voit le monde, et on oublie de regarder la source. Et là, on inverse l'attention de 180 degrés. Et en retournant notre attention, on peut peut-être prendre conscience de ce qui regarde en nous. Qu'est-ce qui regarde en vous en cet instant? Une tête? Une boule de chair? Ou bien l'espace ouvert? Vous voyez, c'est pas quelque chose à comprendre. Je veux dire que qui peut comprendre ça, ce mystère de la conscience? C'est pas quelque chose à comprendre. C'est même pas non plus forcément quelque chose à ressentir. Ça va peut-être pas vous faire ressentir une émotion mystique. C'est quelque chose à constater. C'est un fait à constater. Et ensuite, la pratique consiste à vivre à partir de cette ouverture dans le quotidien. À chaque instant, moment après moment. OK? Alors peut-être que, voilà, avant de passer à une autre expérience, on pourrait avoir un moment de partage et sur comment dirais-je, sur des questions que vous avez ou des difficultés ou simplement du partage. Alors, moi, je vous pose la question, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de vos épaules avec ce doigt? Donc, pour parler, bah, vous appuyez sur la touche qui permet de communiquer. Là, c'est, vous voyez le micro en bas à gauche. Ou la touche espace. Ou la touche espace, oui. Oui, Isabelle? Ah, on ne t'entend pas, Isabelle. Oui, bonjour.
Bonjour, on Bonjour à t'entend. tous. Pour dire, tu as dit il n'y a pas d'effort pour créer cet espace. Oui, Et en même temps, moi, j'ai la sensation de devoir faire un effort malgré tout. Et je me dis, c'est peut-être l'effort de l'attention, en fait. Euh, oui, oui. Alors, en effet, il n'y a pas d'effort pour faire cet espace, parce que comment est-ce que l'individu pourrait faire cet espace de conscience? Il est déjà là. Mais en effet, au début, il y a un certain effort est nécessaire pour revenir à ce centre. C'est vrai. Parce que nous avons tellement l'habitude de regarder vers l'extérieur que nous avons perdu finalement l'habitude de revenir au centre. C'est comme si notre attention était un peu rouillée, tu vois, elle est un peu rouillée comme une flèche rouillée qui est tournée vers l'extérieur. Et donc, la retourner vers le centre, ça peut demander au début un peu d'effort parce qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Mais plus on pratique ce geste du retournement, plus ça devient facile, en fait. Plus ça devient facile et plus ça devient une évidence et plus on y revient spontanément. Donc, au début, oui, ça peut demander un effort parce on n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude. Mais avec le temps, ça devient de plus en plus facile. ok. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième étape qui consiste à se rendre compte qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, en fait? Je ne sais pas si c'est clair, ça. Tu parles d'une deuxième étape? Ça veut dire qu'une fois qu'on s'est retourné Oui. et qu'on se rend compte qu'on est en fait tout ce qu'on voit avec nos yeux physiques, la deuxième étape ou le deuxième niveau, ce serait de se rendre compte les situations déplaisantes qui peuvent apparaître dans cet espace-là, il y a une autre façon de les voir. Oui. Tout à l'heure, Serge va nous faire une expérience justement sur la question à travers quoi est-ce qu'on regarde, à travers quels yeux est-ce qu'on regarde. Voilà. D'accord. Donc voilà, tout à l'heure, Serge va répondre directement à cette question. Parce qu'en réalité, ce qui voit en nous, ce n'est pas les yeux. Hein. Ce qui voit en nous, c'est cette conscience. Alors, elle a besoin des yeux et du monde et de la lumière du soleil pour qu'il y ait un monde visible. Mais ce qui voit en nous, c'est cette source. Et ce n'est pas les yeux, bien sûr. Mais en fait, là, ta question, c'est un peu par rapport au mécanisme psychologique, en fait. C'est-à-dire qu'on va interpréter le monde d'une certaine façon et ça va, peut-être qu'on va évoluer. C'est ça ta question par Oui, rapport à... parce que sinon, je ne vois pas comment on pourrait rester comme ça. En fait, moi, c'est je pense que je pense qu'on est enfermé dans des mécanismes psychologiques quand on ne les perçoit pas, justement. Et cette pratique, elle met de la lumière sur l'ensemble de la réalité, sur les sensations corporelles, sur ce qui est vu, mais aussi sur les mécanismes de pensée. Et ces mécanismes de pensée apparaissent dans un espace qui est profondément libre. Et prendre l'habitude en fait de se positionner dans cette ouverture, effectivement, ça change fondamentalement le rapport qu'on peut avoir aux pensées et donc au mécanisme. Après, là, on est sur effectivement quelque chose qui est dans le temps. Cette évolution-là, elle est dans le temps. Alors que percevoir cette ouverture, c'est instantané, c'est maintenant. D'accord. J'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Des fois, je bute sur le concept de l'espace parce que c'est vrai, vraiment, je dirais, il y a vraiment que tout est vu de cette ouverture. Ça, je le sais. La plupart du temps, je suis là. Et en même temps, c'est-à-dire cet espace, si je suis aux toilettes, il y a juste le petit espace des toilettes. Et quand je rentre dans ma chambre et je me couche pour aller dormir ou n'importe quoi, tout cet espace, il disparaît par rapport à la vision. Donc, ça doit être, enfin, ce que je veux juste que ce soit clair pour moi, c'est que cet espace, c'est pas l'espace, c'est un espace qui est différent de l'espace qu'on est habitué de voir. C'est-à-dire tout cet espace est vu à travers
à travers cette ouverture, et ça peut être que au-dessus du prolongement de mon corps et de mes pieds. Ça peut pas être là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois. Alors, effectivement, si C'est-à-dire que oui, on parle de Atman, Brahman, par exemple. c'est ça. Alors, Atman, c'est le soi par rapport à l'expérience humaine. C'est ce que j'ai compris. Et alors que Brahman, c'est le soi par rapport au monde. Est-ce que tu peux, comment dire, préciser plus ou ce dont je parle maintenant? Oui, je comprends en fait. Et je pense que dans les 3 jours qui viennent, les exercices vont permettre de clarifier aussi cette expérience. Parce que évidemment, si on parle de l'espace comme de l'espace physique, on va limiter l'espace. Parce que l'espace physique, bah, si c'est dans les toilettes, c'est tout petit. Ici, c'est une pièce plus grande. Exactement. Voilà. Exactement. Et si on s'identifie à l'espace physique, on va avoir l'impression que cet espace physique, parfois, il est limité. Voilà. Mais en réalité, cet espace, le mot espace est encore un mot, un concept très utile, mais qui est encore limité parce que ce que nous sommes n'est pas l'espace physique. C'est-à-dire, c'est une présence de conscience dans laquelle apparaît l'espace physique. Donc, quand il y a les toilettes, ben, c'est l'espace des toilettes qui apparaît dans cette ouverture, mais l'ouverture, elle n'est pas limitée par l'espace des toilettes. Et quand si je suis au Louvre, les salles sont plus grandes, mais l'espace de ma vraie nature est encore plus grand. En fait, l'espace de notre vraie nature, il est infini. Le soir, quand tu regardes la Voie lactée, tu as la Voie lactée qui apparaît dans cette ouverture de conscience. Et l'ouverture de conscience est encore plus vaste. En fait. Donc, et d'ailleurs, on s'en rend compte, on va faire des exercices tout à l'heure les yeux fermés. Et quand on a les yeux fermés, on voit bien que vraiment c'est infini, quoi. Cette présence. Voilà. Mais tu as raison d'insister, parce que le mot espace peut coincer, quoi, si on identifie l'espace. Coincer et surtout que ça ne peut pas être sans être au lieu physique de ce corps. Bien sûr. Je ne peux pas le voir de ton corps ou de ton corps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est encore pour moi, je ne sais pas, une question. Oui, ça c'est une autre question sur la question en fait entre le point de vue individuel et le point de vue universel, entre l'unité, l'un et le multiple. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler pendant l'atelier. Ce rapport ok, c'est pas l'unité, l'un et le multiple, c'est à travers cette individualité, il y a l'un et le multiple et tout. C'est ça que c'est la question de Dieu. C'est vraiment par rapport à là où mes pieds ils sont. Bon, en tout cas, peut-être que je complique, je ne sais pas. Alors, Bill, je vois que Bill a essayé de communiquer par écrit. Bill, where are you? Yes, I'm here, yes. Yes, ok. Donc, vas-y, Bill, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'étais occupé avec une réponse sur le chat. Donc, pardon, mais mon opinion est nulle à ce point. Pardon. Okay. Et Serge, est-ce que tu as peut-être… j'ai vu qu'il y a des questions là qui sur le chat. Bonjour à tous. Oui, il y avait quelques questions. Donc, il y avait Jean-Philippe qui disait que qu'est-ce que devient le corps dans la double direction? Est-ce que c'est simplement un objet ou est-ce que c'est plus qu'un objet? Et puis, il y avait aussi Catherine Vacher qui disait que Laurent Château, là, il parlait de sensations quand tu faisais l'exercice. C'est-à-dire qu'il y a des sensations qu'on ne remarque pas habituellement ou qui sont étonnantes, de la chaleur, des choses comme ça. Alors, voilà. Comment expliquer ces sensations qui surgissent dans l'exercice? Voilà. Ok. Donc moi, j'avais esquissé une première réponse. Quand on fait l'exercice au début, souvent, il y a tout de même des sensations qui cherchent à rétablir une forme. Moi, j'ai souvent ressenti des fourmillements, des choses qui essaient de rétablir une forme de tête ou quelque chose. C'est dans mon expérience, ça m'est souvent arrivé, ça, une espèce de résistance par des sensations.
Parce que c'est vrai, quand on pointe vers soi, le vide, cette ouverture vide, ah bah, la tête, effectivement, elle disparaît. Donc, alors, je sais pas, moi j'ai souvent ressenti des sensations que, après, j'ai interprété comme une espèce de résistance à cette, je sais pas, cette soudaine, notre tête disparaît tout de même dans cette ouverture. Et puis, par rapport au corps, il me semblait que notre corps, le corps, il est plus limité, il est relié à tout ce qui apparaît, en fait, à tout ce qui est physique autour de nous. Et il semble que ce que tu pointais avec le doigt, là, ça englobe vraiment tout ce qui est physique, quoi. C'est plus large que le physique, qui est toujours limité. Voilà quelques. Mais je pense que toute réponse est toujours partielle, donc il y a sûrement des choses à repréciser, à rajouter. C'est pour ça que l'exercice, c'est bien, parce que ça pointe directement. Alors qu'une réponse à une question, ça reste un point de vue partiel. Quand on pointe le simple, on pointe ce qui englobe tout. Donc, c'est pour ça que c'est mystérieux. Ça échappe à toutes les questions et toutes les réponses. Mais il y a moyen de préciser tout de même certains phénomènes quand on a une expérience. Et moi, je voudrais justement parler de mon expérience par rapport à ça. Je dirais que, en fait, quand on se limite au visage dans le miroir, ce qui est en gros ce qu'on fait entre 3 ans et le moment où on découvre cette ouverture, eh bien, on limite en fait, on limite ce qu'on est. On imagine qu'ici il y a un petit visage et ça a une incidence énergétique en fait. Et quand on perçoit que ici c'est vide, c'est une expérience qui est physique. C'est vrai qu'on peut faire la distinction entre l'espace physique et l'espace ici qui est métaphysique, mais c'est une expérience très concrète. Et pour moi, il y a une sorte de basculement en fait. C'est-à-dire que ce qui était bouché ici, concrètement, bascule. C'est comme une ouverture en fait. C'est une ouverture. Et il y a des phénomènes en fait énergétiques finalement. On est beaucoup plus attentif au réel et donc on est beaucoup plus attentif aussi aux mouvements qui traversent le corps. Donc moi je trouve ça tout à fait normal que quand on perçoit cette ouverture, surtout au début, il y ait des mouvements énergétiques qui traversent le corps en fait. Voilà. Et donc, de toute façon, on fera des exercices pendant ces 3 jours sur les sensations, parce qu'il n'y a pas que la vue. Il y a les sensations physiques, il y a le goût, il y a aussi, bien sûr, les sons. Tout à l'heure, on va faire une expérience sur les sons. En fait, tous les sens peuvent, c'est bizarre, parce que tous les sens peuvent nous identifier à un corps ou nous ramener au centre, en fait. Tout dépend dans quelle direction on part. Si on part avec eux vers l'extérieur, on va s'identifier au corps. Et si on les suit jusqu'à la source, alors on découvre qui on est. Je veux dire par là que les couleurs vont pointer vers l'absence de couleurs. Les sons, on va le voir tout à l'heure, vont pointer vers le silence. Et les sensations peuvent aussi nous ramener à la source. On verra cet après-midi avec le goût. D'ailleurs, vous avez vu que je vous ai demandé de ramener tout à l'heure, cet après-midi, deux choses bonnes à manger, quoi, avec 2 goûts différents, avec du chocolat, un gâteau, ce que vous voulez, quoi. Hein, pour l'exercice de cet après-midi, vous avez tous noté ça, hein, amener deux choses plutôt bonnes à vous, prendre des choses bonnes à manger. Vous pouvez faire l'expérience avec des choses dégueulasses, ça va. Avec des chips. Là, les chips, c'est bon, les chips. Oui, ça va faire du goût. Voilà. Et je vous ai aussi, mais je reviendrai à demander cet après-midi, je crois, de vous dessiner vous-même sur une feuille de papier, hein, de vous dessiner tel que vous vous voyez. J'y reviendrai à la fin. Rappelez-moi si j'oublie. Hein. Je vous demande de vous dessiner tel que vous vous voyez, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, peut-être qu'on peut faire une pause de quelques minutes si vous êtes d'accord.
avant de repartir sur un exercice avec Serge et ensuite avec Lorraine. Ça vous va? Ok. Ouais, 5 minutes. Enfin, 5 minutes, je sais que 5 minutes, c'est jamais suffisant. Hein. Donc, on reprend à 11h05. Là, ça fait 10 minutes. Hein. 10 minutes, alors, d'accord. Voilà, j'attends quelques instants que tout le monde revienne. L'immensité intérieure. Ah oui, oui, Dominique me montre son livre. Super, oui, c'est un très bon livre, l'immensité intérieure. En fait, l'immensité. J'en parlerai à la fin des 3 jours. Je vous donnerai ici quelques livres. On pourra parler des différents livres si vous aimez les livres, lesquels lire. Et en tout cas, oui, l'immensité intérieure, c'est un livre fait par le frère de Richard Lang, le frère jumeau d'ailleurs, David, aux États-Unis, et qui a recueilli en fait des enregistrements d'ateliers de Douglas et qui les a rassemblés. Et en anglais, ça s'appelle Face to No Face, et en français, l'immensité intérieure. Et donc, on voit comment fonctionnaient un peu les ateliers de Douglas. Super. Est-ce que Valérie est revenue? Valérie, tu es revenue? Voilà, super. Donc, je relis ta question. Hein, voilà, juste je résume. Tu dis, voilà, est-ce que le retour au centre est vraiment un retour au centre? Puisque quand on fait l'expérience, en fait, ce centre, il n'y a pas de centre, parce qu'il y a une ouverture quoi, qui est la totalité. Hein, c'est ça un peu l'idée. C'est très juste, en effet. Parler de retour au centre, c'est pédagogique, hein, puisque quand nous sommes, en fait, identifiés au personnage, on vit excentré, décentré, puisqu'on se regarde du point de vue de l'extérieur, du point de vue du regard des autres, du point de vue du miroir, du point de vue de l'image qu'on a de soi. Donc, pédagogiquement, on parle de retour au centre. Et tu as tout à fait raison, quand on revient, quand on pointe avec le doigt vers cette ouverture, il n'y a pas de centre, en fait. Le centre disparaît et explose à l'infini, et on devient la totalité. Absolument. Ça, tu as tout à fait raison. Donc, revenir au centre, c'est pédagogique, mais après, centre et périphérie sont des concepts qui sont relatifs, qui disparaissent dans l'expérience. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie, il n'y a pas d'intérieur, pas d'extérieur. Il y a une globalité de présence, en fait, qui englobe tout. Voilà. C'est très, très juste ce que tu dis. Tu es d'accord? Oui. Super. Ok. Donc là, Serge, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Donc, je démarre. Tu es d'accord de faire la deuxième expérience sur l'œil unique? Eh oui, ça marche. Serge à Lorient, qui était parisien, c'est un prof de philo, Serge. Il était oui, comme toi. Breton. Ce sont les identités. Ouais. Alors, l'exercice, on va faire un petit exercice. Alors, pour faire l'exercice, je crois que c'est mieux de retirer ses lunettes parce qu'on va faire des lunettes avec des doigts à un moment donné. Donc, peut-être qu'on peut retirer ses lunettes pour ceux qui ont des lunettes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, je pense que tout le monde a des petites vignettes avec des visages qui apparaissent devant lui. C'est de regarder un peu des visages devant nous, même le nôtre là qui apparaît. Et on voit deux yeux. Hein. Voilà. Alors, habituellement, quand on considère, on va nous dire qu'on voit avec 2 yeux. Donc, on regarde ce personnage-là, cette apparence, et on pense que les 2 yeux qui apparaissent, c'est ce à partir de quoi on voit. Alors, évidemment, quand on regarde les 2 yeux, c'est intéressant parce que on voit alors les paupières, les sourcils au-dessus des yeux, et puis on voit la pupille, l'iris, etc. Donc là, si on s'approche pour voir ces 2 petits yeux-là, de très près, voilà, sur l'écran, on voit ça. Alors, est-ce que c'est avec ces 2 yeux qu'on voit? Voilà. C'est la question que va poser l'exercice. Et voilà, alors pour répondre à cette question, Douglas a proposé un jeu d'enfant. On a tous fait ça souvent quand on était petit, on a joué à faire des lunettes avec des doigts. Donc c'est encore quelque chose qui paraît enfantin. Voilà, donc on peut faire des petites lunettes avec ses doigts. Il y a 2 ouvertures, ça correspond bien à 2 yeux.
deux petites ouvertures dans lesquelles apparaissent, voilà, puisque on peut regarder à travers, hein, ça apparaît des couleurs, des formes, voilà, dans ces deux petites ouvertures. Donc, est-ce que ça serait avec quelque chose qui s'apparente à ça qu'on voit? Est-ce qu'on voit à travers deux petites ouvertures? Est-ce que c'est la réalité ici? Alors, de l'extérieur, ça semble marcher, hein, quand on va faire des lunettes. On fait, là, il y a mes lunettes, c'est prévu pour 2 yeux. Hein. Mais est-ce que ça, c'est vrai, en quelque sorte, pour nous ici? Alors, pour l'ici, hein, on va approcher les lunettes d'ici. Les petites lunettes, hein, on peut les approcher. Voilà. Ah, quand on approche, on peut s'arrêter là, et vous voyez bien qu'on voit plus de choses à travers les deux petites ouvertures. On distingue deux petites ouvertures, mais on voit plus de formes, de couleurs, etc. à travers elles. Alors maintenant, on va carrément les poser sur le nez. Voilà. Alors la question est toute simple. Est-ce qu'on voit à travers deux ouvertures? À partir de combien d'ouvertures voyez-vous le monde visible? Deux ou autre chose? Moi, ici, là, je vois à partir d'une seule ouverture, pas de deux. Alors c'est curieux, hein, on peut rééloigner les lunettes qu'on a fabriquées. Là, quand j'éloigne mes lunettes, je compte bien deux ouvertures. Je remets mes lunettes sur le nez, et d'ici, ici, là, est-ce que ce n'est pas plutôt à travers une seule ouverture? Donc, vous voyez, alors le point de vue extérieur, où il y avait les deux yeux, etc., tout un ensemble physique, ne semble pas correspondre à ce qui se passe ici, à zéro distance. Ici, vraiment ici. Ici, il n'y a qu'une seule ouverture, pour moi. Alors, il faut que chacun voie pour lui-même, hein, si c'est le cas. Moi, j'en compte qu'une. Après, alors l'autre question qui est intéressante, hein, quand on voit les petites lunettes, là, c'est deux petits yeux. Alors, quelle est la taille de l'ouverture qu'il y a ici? Alors, pour faire la taille, alors on peut agrandir avec l'ouverture avec ses mains pour essayer de déterminer la taille de cette ouverture. Donc, on peut utiliser ses doigts, puis essayer de voir jusqu'où va cette ouverture. Alors, vous voyez, alors c'est intéressant parce que là, on voit le champ visuel, et puis nos doigts peuvent tracer la limite du champ visuel. Voilà. Et l'ouverture, elle est intéressante, hein, le champ visuel. On peut faire tout le tour avec ses doigts, là. Donc, il faut écarter ses bras. Hein. Voilà. Et on peut faire le tour avec ses doigts et ses mains du champ visuel. Alors, est-ce que ça correspond? Quelle est la taille de cette ouverture? Vous voyez, alors, le champ visuel, quand on dessine le bord du champ visuel avec ses mains, c'est très grand. Hein, on n'est plus limité à deux petites ouvertures sur un visage. C'est bien plus large. Voilà, c'est intéressant, le champ visuel, alors, il y a le haut du champ visuel, et puis il y a le bas du champ visuel. Voilà. Donc le bas du champ visuel, là, vous voyez, là, moi, là, ça va jusqu'au torse. Là, on pourrait dire que c'est le bas du champ visuel. Puis ça fait le tour, et là, avec l'autre main, on peut appeler ça le haut du champ visuel. Donc c'est du côté du plafond. Et le bas du champ visuel, du côté... voilà. Donc là, vous voyez, cette ouverture englobe, mais vraiment, le monde. La pièce, là, tout ce qui apparaît. Même mon corps apparaît dans cette ouverture, la pièce apparaît dans cette ouverture. En quelque sorte, le monde apparaît dans cette ouverture visuelle. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, tout à l'heure, José nous a dit cette ouverture-là, parce que c'est la même chose que de pointer avec le doigt, hein, voilà, de regarder cette ouverture. Est-ce qu'elle a vraiment une limite? Voilà. Alors, le champ visuel, lui, il s'arrête. Mais est-ce que ça a vraiment une limite?
est-ce que cette ouverture va pas au-delà du champ visuel? Quand on est au bord du champ visuel, est-ce qu'on peut dire que l'ouverture s'arrête au bord du champ visuel? C'est intéressant cette question. C'est la question des limites. Est-ce que cette ouverture n'englobe pas aussi, elle n'est pas au-delà du champ visuel? Donc voilà. Donc là, on peut revenir à nos notre paire de lunettes, deux petits yeux. Voilà, usuellement, hein, on pense qu'on voit avec deux yeux. Donc ça, c'est vrai quand on nous regarde de l'extérieur. Hein, quand l'opticien, là, il s'occupe de nos lunettes, voilà, c'est ce regard extérieur sur notre corps, sur ce qui apparaît à l'extérieur. Mais de l'intérieur, est-ce qu'on n'a pas plutôt une ouverture? Et puis, est-ce que cette ouverture n'est pas, est-ce qu'elle n'est pas sans limite? Donc, c'est un moyen de retournement parce que quand on utilise le doigt, on peut pointer aussi au-dessus des épaules. Là, ça y est, on pointe en quelque sorte cette ouverture. Et puis, cette ouverture, on voit que elle englobe tout le champ visuel, la pièce, mon corps, le monde. Et puis, on peut voir qu'elle ne s'arrête pas au bord du champ visuel, elle est sans limite, cette ouverture, avec le doigt. Mais c'est vrai que dans le quotidien, si on a constamment un doigt pointé vers cette ouverture, ça peut être pas pratique. Là, la question est simple, sans le doigt, à partir de combien d'ouvertures le monde est en quelque sorte regardé? Et l'autre question, pour faire l'exercice très rapidement, c'est quelle est la taille de cette ouverture? Donc avec ces deux petites questions, à partir de combien d'ouvertures je regarde, le monde est regardé en fait, parce que c'est même, est-ce que c'est je regarde? À partir de combien d'ouvertures le monde est regardé? Ou à partir de combien d'ouvertures le monde se regarde en quelque sorte, je ne sais pas comment dire. Et la deuxième question, c'est quelle est la taille de cette ouverture? Donc cet exercice simple, c'est enfantin de faire une petite lunette avec ses mains, nous ramène encore à cette question. Il y a le monde des apparences, tel que j'apparais de l'extérieur, et puis il y a ici. Le monde tel que ici le révèle, en quelque sorte. Donc voici l'exercice. Alors il y a aussi une question souvent ésotérique, on parle d'un troisième œil. Alors là, pour le coup, effectivement, j'ai bien deux yeux de chair qui sont là. Mais est-ce que cette ouverture ne serait pas le fameux troisième œil? Est-ce que ce n'est pas un œil unique, voilà, qui embrasse le monde? C'est intéressant parce que même quand on pointe comme ça, quand on élargit les bras, vous voyez, vous pointez à côté, de chaque côté de votre soi-disant tête, là, votre image mentale de tête, l'ouverture est quand même pointée. C'est largement plus large que le corps. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Merci beaucoup Serge. On va demander dans un instant les réactions de nos amis. Et tu as eu raison de terminer par cette référence à l'ouverture du troisième œil, qui est une référence plutôt indienne, même si on fait ça aussi dans le taoïsme, peut-être dans le christianisme d'ailleurs. Donc Shiva est appelé celui qui a trois yeux, et son troisième œil, c'est l'œil de l'éternité. Et en effet, je pense que là, nous découvrons ce troisième œil en fait, de manière extrêmement concrète. C'est ça qui est frappant avec ces exercices, c'est que la réponse est toujours concrète, c'est physique en fait. Je veux dire, découvrir que c'est ouvert ici, que c'est un seul œil unique, c'est quelque chose de très très physique, de très très concret. Alors que quand on lit les textes de spiritualité, on se dit ça doit être un truc ésotérique, une idée, un concept, une notion, un symbole. Et pas du tout en fait, ça renvoie à une expérience physique. Ici au-dessus des épaules, il y a entre guillemets, au-dessus des épaules, il y a cet immense œil unique. Bonjour. Bonjour, Maria. C'est Jamie au fait, c'est juste que Maria m'a passé le lien et je suis montée avec son nom. Et ton prénom alors c'est
C'est Jamy. Jamy, ok. Voilà. Alors, moi, c'est juste une question très rapide. Peut-être que je sors du contexte. C'est que, est-ce que vous avez eu des expériences avec des déficients visuels ou des aveugles pour ce genre d'exercice? Parce que ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je pense Voilà. que Lorraine, après, va nous proposer un exercice qui est dédié, enfin qui est dédié, que Douglas a pensé aussi pour les aveugles. Et en fait, c'est vrai que chacun de nos sens nous permet de revenir à cette ouverture. Là, la voix sans tête utilise beaucoup le sens de la vue pour ceux qui aiment regarder. Mais chacun de nos sens nous permet de revenir à ça, l'écoute et effectivement les sensations corporelles. Donc, tout à l'heure, on va faire un exercice, les yeux fermés, que les personnes non-voyantes peuvent faire. Voilà, et Douglas avait des amis aveugles qui partageaient aussi ce retournement de l'attention vers la source. Moi-même, j'ai à Paris un ami qui est très malvoyant et qui vient dans les ateliers parce qu'il peut tout à fait aussi, bien sûr, prendre conscience de cette source, hein, tout à fait. Même en voyant mal ou en ne voyant pas du tout, absolument. Ok. Merci. Alors, est-ce que vous avez des remarques sur cet exercice, expérience de l'œil unique, hein? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pouvoir utiliser dans le quotidien? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous préférez le doigt qui pointe? Je veux bien poser une question, si c'est OK. Alors, oui, bien sûr. Je juste, où est-ce que tu es? Elle est là. Elle est là. Elle est ici. Anne, oui, oui, je te vois, Anne. OK. Dans l'expérience que Serge vient de nous partager, il parle du haut et puis du bas. Et puis, dans le livre de Douglas Harding, dans une expérience, et donc de là ma confusion, il dit « Regardez d'abord vos pieds et descendez le long du corps ». Et alors là, moi, je suis très bien. Oui, ça fait comme ça. Oui, bien sûr. Alors, oui, ça c'est. Serge, tu veux répondre? Peut-être si Jacques. vous voulez. Jacques ou Bill aussi. Oui, Jacques, ça peut être bien, ouais. Parce qu'il y a juste un petit mouvement à faire, hein. Si vous voulez, si vous voulez faire avec moi, on va pointer ce qu'on appelle en haut, le plafond. Et puis, avec le doigt, on descend. Alors, descendons, 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 descendons. Alors là, ça y est, je suis arrivé devant l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur. Je descends. Ah, là, j'arrive vers mes pieds, vers mes cuisses. Alors là, c'est bizarre, parce que je dis je descends, mais en même temps, et je retourne dans le champ visuel. Si je prenais une photo, c'est je descends. Donc, voilà, et je vais tout en bas, voilà. Et là, c'est bien le torse. On est par là, quelque part. Donc là, c'est encore une limite du champ visuel. On est sur le bord du champ visuel. Alors, Douglas disait le bord du monde. Voilà. Donc, on peut repartir dans l'autre sens. Allez, remontons, suivons le champ visuel, remontons, 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 remontons. Et allons à l'autre bord. Voilà. Pareil, là aussi, on touche un bord du champ visuel et au-delà, on retrouve cet espace. Voilà. Donc, c'est intéressant. Avec une photo, c'est plus clair. Hein, si on met son portable devant soi, là, on se prend en photo, comme ça, là. Évidemment, pas en selfie. Hein. Vous prenez une photo. Mais voilà, ça peut vous aider pour un petit exercice que José propose, là, un défi. Donc, bon, là, je suis en train de tricher. Là. C'est pas on grave. verra ça plus tard. Voilà. Bah, montre la photo que tu as prise alors. Ah non, mais je ne l'ai pas prise là. Ah bon? Non, parce que comme tu as proposé une petite enquête, on va laisser le suspense. D'accord. Ça fera un indice pour la suite. Voilà. Pour ceux qui se poseraient encore des questions sur ce problème du haut et du bas. Du haut et du bas. Ouais. En tout cas, est-ce que, pour revenir à l'exercice de l'œil unique, alors est-ce que ça a quelque chose qui vous paraît efficace? À travers combien d'yeux est-ce que vous regardez? C'est ça la question.
Ah, Pour Richard moi. is here. Ah, Richard, hello. I didn't see you. How are you? You don't understand one word, but you know the subject. Je peux parler français parfait. Oh oui. Okay. So you learn French in one night. Oui, d'accord. But we can translate you, Richard, in French if you want. Yes, thank you. Yes. Tomorrow, Okay. demain. Vous m'entendez, José? Oui. C'est Marianne Alalon, mais la vraie. La vraie, d'accord. Enchantée. J'avais une question lorsque bon, j'essaie d'expérimenter depuis un petit moment la vision sans tête, bon, avec plus ou moins de succès, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me demandais lorsqu'on a vraiment des perturbations émotionnelles, voilà. C'est déjà moins facile, évidemment. Voilà, je vais écouter vos réponses par rapport à ça. Lorsque les gens, et moi-même, quand je passe par des moments voilà, de troubles vraiment émotionnels, où ça ne va plus, ou voilà. Ok, oui, c'est une importante question. Les troubles émotionnels. Alors, je veux bien essayer une réponse et puis ensuite, je serai intéressé d'entendre nos amis. Alors, évidemment, les émotions sont puissantes et elles ont tendance à nous identifier et à nous plonger, à nous entraîner avec elles dans leur va-et-vient, leurs mouvements. C'est un peu comme les montagnes russes, hein, dans les jeux, là, dans les foires, les fêtes foraines, on monte, on descend, on monte, on descend. Et donc, la force des émotions semble nous tirer à l'extérieur. Voilà. Mais paradoxalement, parfois, c'est dans les émotions les plus intenses et même parfois les plus difficiles qu'on trouve la vision, hein, qu'on trouve cet espace de paix. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont découvert leur vraie nature au cœur même des plus graves difficultés émotionnelles. Des gens célèbres, moi je pense à Eckhart Tolle par exemple, ou Jeff Foster, qui étaient dans des dépressions noires, dans des très, très fortes émotions. Et en fait, en allant finalement au cœur de l'ego, quand l'ego n'en peut vraiment plus, il y a comme une ouverture qui se fait. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'il faut déjà pratiquer, c'est vrai, ma foi, quand tout va bien, quand il n'y a pas trop d'émotions, quand la situation émotionnelle est assez, disons, calme. Donc là, c'est le moment de pratiquer, en fait. Mais si on attend pour pratiquer, si on attend que ça aille mal, qu'il y ait beaucoup de difficultés, ça va être, vous voyez, plus difficile. Donc la pratique, elle se fait au quotidien. Voilà, quand tout va bien, on regarde ici dans cette source. Et puis peu à peu, eh bien, les émotions nous décentreront de moins en moins, en fait. Puisqu'en revenant au centre, on trouve un espace qui est au-delà des émotions, qui est profondément apaisé. Ici, au centre, tout est résolu, la présence est absolument apaisée. Et donc, à partir de cet espace d'accueil, on va pouvoir vivre différemment les émotions et les accueillir, en fait. Parce qu'en général, quand les émotions arrivent, on les évite, on les fuit, on essaie de les masquer d'une façon ou d'une autre, et donc ce qui les renforce, en fait. Mais là, à partir de l'espace d'accueil, ça va être beaucoup plus facile de les accueillir. Regardez, je prends un exemple. Voilà, supposons que ça soit comme une émotion. Bon, alors voilà, il y a une émotion qui est là, de tristesse, de peur ou de colère. Et voilà, si mon espace de conscience est limité sur l'émotion, il n'y a plus que l'émotion, il n'y a plus qu'elle qui occupe le champ de ma conscience, c'est un problème, ça tourne en boucle, je rumine. Mais au contraire, si j'ouvre ma conscience, si j'ouvre mon attention, si je reviens à cet espace ouvert, l'émotion, elle est toujours là, bien sûr, mais elle est accueillie dans un espace beaucoup plus vaste, en fait, et elle n'occupe plus tout le champ de la conscience. Et je peux l'accueillir, en fait. Je peux accueillir cette émotion qui a sûrement quelque chose à m'apprendre aussi sur le monde et sur moi. Les émotions sont précieuses, elles sont importantes, mais voilà, quand on les accueille à partir de l'ouverture, on les vit tout à fait différemment.
au fond, c'est émotion, absence d'émotion. Mais évidemment, si je n'ai pas cette ouverture, eh bien l'émotion capte toute mon attention. Vous voyez. Donc, mon conseil, c'est revenir au centre quand tout va bien, déjà, et peu à peu, à partir de cet espace ouvert, eh bien, on peut accueillir des émotions. Vous voyez. Parmi les émotions sont des... Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les émotions. On pourrait faire un atelier entier sur les émotions, mais voilà, les émotions, c'est des sensations hein, déjà. Hein. C'est la peur, c'est dans les émotions, des sensations dans le ventre, dans la gorge. Donc, voilà, quand on accueille ces sensations à partir de l'espace, on peut beaucoup plus facilement dire oui aux émotions. Voilà, pour l'instant, ce que je peux dire. Mais nos amis ont peut-être autre chose à dire. Ah oui, we can maybe ask. Yes. Il y a la pleine conscience a beaucoup étudié en fait cette relation aux émotions. Et en fait, des études ont montré que c'est justement en accueillant les émotions qu'on arrive finalement à plus de souplesse et à les laisser être ce qu'elles sont, c'est-à-dire des mouvements temporels, des mouvements impermanents qui vont et qui viennent. Et moi, ma propre expérience par rapport à ça, j'ai vécu des choses un peu douloureuses en fait ces 2-3 dernières années. C'est que c'est vraiment en plongeant dans les manifestations émotionnelles, et José avait raison de parler du corps, parce que très souvent, ces manifestations sont liées au corps, ce sont des angoisses qui peuvent se localiser dans le corps. Et c'est mon expérience, c'est que c'est vraiment mais en plongeant dans ce ressenti qu'on arrive sur une ouverture en fait. Après, c'est vrai que il ne faut pas attendre de ne plus avoir d'émotions, de ne plus vivre. Cette expérience, ce n'est pas une vie sans émotion. Et ça serait terrible en fait, une vie sans émotion. Ce serait pas humain, ce serait pas vivant, ça serait mort en fait. Donc voilà, ça ne va pas retirer les émotions, mais effectivement, ça va donner une autre perspective puisque les émotions apparaissent dans une ouverture, comme le disait José si bien. Mais il faut vraiment faire l'expérience. Ok. Pardon. Oui. Là, je lisais dans le fil de conversation, oui, là, la question était importante. Je crois que Lorraine a un peu répondu à cette question. Est-ce qu'en se mettant dans l'espace, on ne devient pas indifférent? Je pense que Lorraine a bien répondu à la question. Ce n'est pas l'absence d'émotion. Et puis même dans l'espace, cet espace est d'abord une ouverture. Et je pense que cette ouverture, elle va avec un sentiment d'accueil de toute chose. Donc, il y a je ne sais pas comment distinguer ça, mais il y a les émotions qui sont des réactions, on est pris dans des mécanismes, etc. Mais ce sentiment d'ouverture qui accueille toute chose, dans ce sentiment-là qui se développe, je pense qu'on n'est plus dans un mode de réaction. C'est vraiment c'est une forme d'intelligence émotionnelle qui est libre. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'indifférence pour moi, dans mon expérience. José? Oui, salut, bonjour. Salut, c'est Armelle. Je veux bien témoigner. Vas-y, Armelle. Par rapport à ce que j'ai découvert, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, très impressionnable, avec des grosses montagnes russes au niveau émotionnel. Et grâce à la vision sans tête, j'ai vraiment pu stabiliser tout ça, dans le sens que maintenant, je peux voir survenir les émotions par rapport à des événements et je suis beaucoup moins dans la réaction. Je suis beaucoup moins dans la recherche instantanée de solutions, à faire mouliner mon mental tout le temps, à vouloir en fait trouver une solution quoi qu'il en coûte. Et ça me permet cette prise de recul, ça me permet de différer et du coup, je trouve quand même que c'est beaucoup plus efficace dans ma vie. Je suis beaucoup plus calme et ça m'a beaucoup apporté. Donc voilà, je remercie vraiment ces exercices et cette transmission qui pour moi sont des précieux outils. Et ça, je peux vraiment le partager parce que je le vis. Voilà, merci. Et moi, je voudrais juste merci beaucoup Armelle.
par rapport à ce que vient de dire Armelle, je trouve que c'est très très important ce que tu as dit par rapport à la recherche de solutions. Je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire est-ce que on pense que est-ce que notre ressource va être dans le mental, c'est-à-dire trouver des solutions. Et ça, c'est le mode de fonctionnement ancien en fait, c'est-à-dire penser qu'on va trouver des solutions au réel en réfléchissant. Et d'ailleurs, c'est important de réfléchir et d'avoir une vision rationnelle des choses. Mais ce que ça change vraiment, cette expérience, je pense, c'est que la ressource, on s'aperçoit que fondamentalement, les solutions à notre vie et aux émotions et même en général sont dans l'instant présent, sont maintenant et pas dans le mental. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui a complètement changé. Je suis tout à fait d'accord avec Armelle. Alors, je propose que donc on passe au troisième exercice très important, qui est l'exercice des yeux fermés. Ça va répondre à plein de questions, je crois. La question des aveugles, la question aussi que posait Arlette sur la taille de l'espace. Et ça va nous montrer aussi qu'on peut accéder à notre vraie nature par d'autres moyens que la vue. Par d'autres moyens que la vue, notamment ici les sons et les sensations. Donc, je vais laisser Lorraine développer l'exercice les yeux fermés. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. D'abord, installez-vous confortablement dans une position où vous vous sentez confortable, à l'aise. Et fermez les yeux. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Et ces questions vont nous amener à nous interroger sur la nature de ce que nous sommes. Pour répondre aux questions que je vais vous poser, je vais vous demander de ne pas faire appel à votre mémoire. Laissez tomber votre mémoire. Laissez tomber votre imagination et répondez aux questions en vous basant uniquement sur votre expérience de l'instant présent. Donc, ces questions vont nous amener à nous interroger sur ce que nous sommes. Nous avons l'habitude de penser que nous sommes une personne enfermée dans un corps. Et est-ce que la réalité va être comme ça? Donc là, vous avez fermé les yeux. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Les formes et les couleurs du monde ont disparu. Mais il reste encore beaucoup de choses. Il reste vos sensations corporelles. Elles sont toujours là. Il reste les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il y a encore le son de ma voix, par exemple. Peut-être y a-t-il des pensées aussi qui sont là encore, ou des émotions. Et puis, il reste encore quelque chose qui est toujours là et qui est vous-même. Vous avez fermé les yeux, mais vous êtes toujours là. Ça n'a absolument rien changé à ce que vous êtes. Vous êtes là. Votre présence. Alors, je vais vous demander de choisir une sensation corporelle maintenant. Une sensation qui se donne à vous de manière peut-être un peu plus prégnante que les autres. Allez-y, choisissez une sensation. Quelle est la forme de cette sensation? Sans faire appel à la mémoire, est-ce que vous pouvez lui donner une forme? Est-ce qu'elle est ronde, carrée, triangulaire? Ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que cette sensation est sans forme? Quelle est la taille de cette sensation?
Est-ce que vous pouvez lui donner la moindre taille? Et surtout, est-ce que cette sensation sur laquelle vous portez votre attention maintenant a le pouvoir de vous enfermer dans quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que cette sensation apparaît en vous? On a l'habitude de penser que les sensations nous enferment dans un corps. Mais là, maintenant, dans l'instant présent, est-ce que cette sensation n'est pas sans forme? Est-ce qu'elle n'apparaît pas dans un espace de conscience que vous êtes? Vaste. Alors maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur la sensation de vos pieds et plus particulièrement sur la sensation de vos orteils. En vous basant uniquement sur votre expérience, maintenant, est-ce que vous pouvez dire combien vous avez d'orteils? Alors peut-être il y a un chiffre qui apparaît, mais est-ce que vous ne pourriez pas en avoir 12 ou 15? Est-ce que cette sensation n'est pas sans forme maintenant? Et quelle est votre taille dans l'instant présent? Combien est-ce que vous mesurez? Alors peut-être il y a un chiffre lié à la mémoire qui apparaît, mais si vous vous basez uniquement sur votre expérience, quelle est la taille de ce que vous êtes? Est-ce que vous mesurez 1,80 m ou 3 mètres ou 5 mètres ou 50 mètres? Ou 300 mètres? Ou 2 centimètres? Est-ce que vous n'êtes pas un espace vaste, immense, qui accueille les sensations? Cherchez les limites à ce que vous êtes vers le haut. Cherchez les limites vers le bas. Sur les côtés. N'êtes-vous pas sans limite, accueillant les sensations? Alors maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur la sensation de votre respiration. Donc, vous pouvez percevoir le mouvement de votre respiration, l'air qui rentre et qui sort. Peut-être pouvez-vous percevoir que l'air est un peu plus frais quand il pénètre dans vos narines, un peu plus chaud quand il sort. Vous pouvez percevoir le mouvement de votre poitrine. Le mouvement de votre ventre.
est-ce que ce mouvement n'apparaît pas au sein d'une immobilité profonde? Est-ce qu'on ne peut pas comparer le mouvement de votre respiration à un banc de petits poissons qui nageraient dans un vaste, vaste océan? Et cet océan, c'est ce que vous êtes. N'êtes-vous pas l'océan immobile et vaste qui accueille le mouvement de votre respiration? Ce que vous êtes accueille aussi les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez entendre le son de ma voix. On a l'habitude de penser que les sons sont à une certaine distance de nous-mêmes. Mais est-ce que maintenant, le son de ma voix n'apparaît pas à 0 cm de ce que vous êtes? Est-ce que le son de ma voix n'apparaît pas en vous? N'êtes-vous pas l'espace de silence qui permet au son d'apparaître? Soyez attentifs à la fois aux sons qui peuvent apparaître et à cette présence silencieuse dans laquelle les sons apparaissent et disparaissent. Ne pouvez-vous pas percevoir que les sons apparaissent en vous? Et que vous êtes cet espace de silence dans lequel ils apparaissent? En vous apparaissent également des pensées. Je vais vous demander de penser à un animal dont la première lettre est la lettre C. Allez-y. Il y a un mot qui est apparu. C'est une pensée qui est apparue et qui a disparu en vous. Mais les pensées ont-elles le pouvoir de changer quoi que ce soit à ce que vous êtes?
Soyez attentif à l'espace dans lequel les pensées apparaissent, à cette présence que vous êtes et qui permet aux pensées d'apparaître. Pensez à une ville de France dont la première lettre est le N. Un mot est apparu et il a disparu. Mais il n'a absolument rien changé à ce que vous êtes. Les pensées apparaissent et disparaissent en vous. Alors maintenant que vous avez laissé tomber votre identification aux sensations corporelles, que vous avez perçu que vous êtes le silence qui accueille les sons, est-ce que vous pouvez dire si vous êtes un homme ou une femme? Que vous n'êtes pas au-delà de ces qualificatifs? Est-ce que vous n'êtes pas rentré à la maison maintenant? Dans cette présence qui accueille. Dans quelques instants, je vais vous demander de rouvrir les yeux, mais il y aura des formes, des couleurs qui vont réapparaître. Mais est-ce que cela changera quoi que ce soit à ce que vous êtes? Est-ce que les formes et les couleurs qui vont apparaître vont changer quoi que ce soit à la nature de ce que vous êtes? Est-ce que vous n'allez pas demeurer cette présence qui accueille les sensations corporelles sans forme? Ce silence qui accueille les sons qui apparaissent, qui accueille également les pensées qui apparaissent et disparaissent. Donc allez-y, ouvrez les yeux. Donc là, c'est presque l'heure de la pause méridienne. Donc, si vous avez des commentaires sur l'expérience, peut-être qu'on peut les faire cet après-midi. Tu veux présenter ça? Oui. Alors, on va faire un exercice comme en fait. C'est Bill. Non, mais c'est Bill qui va faire l'exercice. D'habitude, on a des outils à notre disposition. Et là, c'est vous qui allez construire votre outil, le cube. On va essayer de faire l'expérience du cube. Donc, José, tu as déjà envoyé un message disant qu'il fallait avoir à sa disposition 2 feuilles. Oui, en général, on a ça chez soi, quoi, 2 feuilles A4. A4 et du scotch. Donc, il faudrait en fait que vous scotchiez les 2 feuilles ensemble. Donc là, c'est une feuille A4, donc cette partie-là fait 21 cm. Scotchez-les sur le petit côté, ensemble, en haut et en bas. Et donc après, ça va former un tube. Un petit tube.
Un bébé tube. Un petit tube, comme ça. Voilà. Ah ben voilà, certains l'ont déjà fait. Voilà, bravo pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc ça, c'est pour cet après-midi. Ouais. Et il faudrait aussi un miroir, hein, parce que, évidemment, l'exercice du tube se fait à deux. Bon, on ne peut pas le faire là, mais, mais Bill propose de le faire avec son apparence, son miroir. Voilà. Donc, si vous pouviez apporter un miroir cet après-midi. Et ça marche moins bien avec les téléphones, en fait. Donc, c'est mieux d'avoir un miroir. Vous pouvez aussi, si vous avez un grand miroir dans une pièce, vous pouvez mettre, si vous avez un portable, mettre votre ordinateur dans la pièce où il y a le grand miroir et poser le tube sur le miroir. Comme ça. Et vous mettrez votre tête dans le tube. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour un autre exercice, il demande d'apporter 2 trucs à manger, quoi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, un gâteau, un chocolat, ce que vous aimez. OK. Et puis aussi, alors voilà, encore un petit travail à faire. Écoutez bien, je vous demande de vous dessiner. Donc, vous allez prendre un papier A4 aussi, hein, comme ça. Et je vous demande de vous dessiner tel que vous vous voyez. OK? Vous dessinez tel que vous vous voyez. C'est pas un concours de dessin, il n'y aura pas des prix à distribuer, hein. Mais ça paraît, voilà, c'est un exercice intéressant qu'on faisait avec Douglas dans les ateliers toujours. Hein. Il nous demandait de nous dessiner tel qu'on se voyait. Donc voilà, c'est la consigne. Dessinez-vous tel que vous vous voyez. Les mots sont importants. Et puis cet après-midi, on regardera nos dessins et on regardera aussi un dessin de Douglas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?